Bonsoir à tous. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette troisième session des lundis de la FHU Glimmer euh, avec différents sujets qui tournent autour plutôt de la gastro-entérologie avec notre premier invité, le professeur Philippe Sexy, qui va nous parler de prévention et de recherche pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Puis le professeur Nathalie Capel du service de coprologie fonctionnelle de l'hôpital Pitié-Salpêtrière sur l'analyse de coprologie fonctionnelle, que peut-on en attendre? Et une gastropédiatre, le docteur Anaïs Lemoine, qui va nous parler d'allergies alimentaires et santé digestive. Donc je suis accompagné ce soir du professeur Marine Camus-Duboc, qui va introduire notre premier invité. Merci d'être présent avec nous pour ce troisième lundi. Et donc, on va bien sûr laisser la parole au professeur Philippe Sexic pour nous parler de prévention, de recherche pour les MICI. Merci Philippe d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Et si tu veux bien, tu peux commencer à partager et à- à nous parler de plein de choses dans les MICI. Merci beaucoup, Marine et Nathan. Merci pour l'invitation. Si j'ai bien compris, l'idée générale, c'est plutôt de présenter nos services et nos activités pour qu'on se connaisse mieux au sein de la FHU. Est-ce que vous voyez bien mes diapositives? Ouais. Alors, donc j'ai intitulé cette présentation Un service au cœur des Mickey, puisque c'est vraiment ce que nous faisons et vous avez tous nos labels en bas. Donc, je vais prendre un peu de temps pour vous parler des Mickey, du service et de notre projet de service, et puis de la place du service dans Glimmer, donc 5 minutes chacun normalement. Alors, je ne vais pas trop vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est une maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire qui peut toucher toute ou partie de l'intestin depuis la bouche jusqu'à l'anus, ni de vous parler de la RCH, vous connaissez exactement comme une maladie inflammatoire qui peut toucher le rectum et le côlon et dans sa présentation tout ou partie de ces organes, mais plus vous parler un peu de la prévalence, et notamment de la prévalence mondiale des Mickey. Et lorsqu'on voit sur une, euh, une map monde l'importance de la prévalence des Mickey, on s'aperçoit tout de suite que c'est dans des pays développés que ces maladies sont les plus prévalentes. En Europe, retenez plus de 500 pour 100 000 habitants RCH et plus de 320 pour 100 000 habitants maladie de Crohn. C'est un peu plus qu'en Amérique du Nord, mais avec une augmentation récente de 75% pour la maladie de Crohn et 60% pour la rectocolite hémorragique. Et retenez qu'aux États-Unis, il y a 1,3% de la population générale qui est atteinte par ces maladies. En Europe, 2,6 millions de malades atteints, un peu moins d'1% de la population européenne. Donc on peut tout de suite voir que bah, c'est peut-être soit les populations entre elles, donc peut-être des facteurs génétiques, peut-être des facteurs du monde occidental, monde industriel, donc des facteurs d'environnement, peut-être les deux, peut-être un lien aussi avec l'alimentation, le microbiote. On voit déjà sur cette carte que plusieurs pistes on peut faire l'hypothèse de plusieurs pistes. Alors, les données plus récentes, donc dans le monde, 10 millions de Mickey. Une prévalence cumulée au cours de sa vie, un Européen sur 100 aura une Mickey au cours de sa vie. Donc ça ne fait pas partie des maladies rares. Et en France, 300 000 Mickey, à peu près équivalent Crohn-RCH. Des maladies très invalidantes pour un tiers des cas, un autre tiers de maladies moyennement invalidantes et un tiers peut-être peu invalidantes. Et des maladies qui démarrent tôt dans la vie, puisque l'âge moyen diagnostic est de 36 ans, avec, vous voyez, les intervalles. Donc, une exposition finalement au traitement, une exposition aux médecins ou à leur prise en charge qui est assez longue au cours de la vie, puisqu'il n'y a pas de traitement jusqu'à présent pour ces maladies, même pour la rectocolite hémorragique finalement, avec un coût par exemple pour une mise en place d'un premier traitement de première ligne que sont les anti-TNF-alpha, 30 kg € par an ajustés sur la qualité de vie. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc ça intéresse pas mal les industriels, les vendeurs de médicaments, évidemment. Donc la physiopathologie des Mickey est toujours inconnue. Donc quand vous voyez ces cercles qui se réunissent avec la maladie au centre, c'est que les choses ne sont pas claires, mais il y a quand même, on le sait, des facteurs génétiques, plutôt un fond génétique donc, des facteurs
liées à la réponse immune, peut-être en lien avec ce fond génétique, un rôle de l'environnement, bien sûr. Alors, on peut déjà l'évoquer sur les chiffres que je vous ai montrés et la répartition des Mickey dans le monde, et puis bien sûr le microbiote. Alors, quand on regarde juste la génétique rapidement, au moins 180 loucis de susceptibilité, parfois des gènes mutés, mais même pas dans les zones codantes des gènes. Néanmoins, quand on regarde les fonctions de ces gènes les plus proches ou les gènes impliqués, c'est vraiment toujours autour de la reconnaissance et de la bonne gestion de facteurs d'environnement qui viendraient challenger notre muqueuse intestinale. Tolérance, fonction de barrière, immunité innée, gestion des espèces réactives d'oxygène, la balance TH17 T régulatrice, l'autophagie, etc. Et qu'est-ce qui va venir challenger la muqueuse intestinale? Eh bien, ce sont des facteurs d'environnement qui sont, pour certains, vraiment bien caractérisés comme étant des facteurs impliqués soit dans la survenue de la maladie, soit dans des poussées de la maladie une fois que la maladie est installée. Je pourrais citer l'appendicectomie pour appendicite protectrice de la RCH, par exemple, l'alimentation ultra transformée comme facteur pour la survenue des MICI, les antibiotiques surtout pris dans la petite enfance avant 1 an comme un facteur de risque de développer ces MICI, le tabac avec un rôle dual peut-être sur la muqueuse iléale et la muqueuse colique, donc plutôt protecteur de la maladie de la RCH et aggravant de la maladie de Crohn. Les autres sont moins certains. Et puis bien sûr, comme effecteur premier qui rencontre les facteurs d'environnement dans la lumière intestinale, le microbiote intestinal, avec ce concept de dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre fonctionnel entre des bactéries protectrices et des bactéries délétères finalement qui prennent un peu le dessus chez nos patients atteints de MIC. Donc tout ça aboutit à une perte d'homéostasie de la barrière, une augmentation de la perméabilité, la mise en contact du contenu luminal, que ce soit des allergènes peut-être alimentaires ou des microbiens, qui vont aller activer le système immunitaire inné et spécifique, aboutissant à l'activation du système immunitaire, le non-contrôle de cette résolution de cette inflammation et qui déclenche les lésions. Alors, dans les traitements, il y a bien sûr les traitements médicamenteux, et pour la maladie de Crohn, les premiers traitements immunosuppresseurs vont être les anti-TNF qu'on va pouvoir utiliser, et en deuxième ligne, tout un tas d'autres traitements qui utilisent d'autres voies, enfin qui ciblent d'autres voies, des anticytokines de l'IL-23, IL-12-23, les plus spécifiques de l'IL-23, des anti-intégrines et des inhibiteurs de JAK. Pour la rectocolite hémorragique, c'est à peu près la même chose, avec un match égal en première ligne entre les anti-intégrines et les anti-TNF. Alors, pour vous parler plus concrètement de notre service, donc notre service se situe à l'hôpital Saint-Antoine, au 8e et 9e étage. Il est vraiment dévolu et dédié au Mickey. Nous avons 28 lits d'hospitalisation classiques, 30 passages environ d'hôpital de jour, dont 20, 24, 25 qui sont des biothérapies, et puis 5 à 6 par jour qui sont plus un parcours d'accompagnement plus global de ces patients au cours d'un hôpital de jour. Je vais vous détailler un petit peu, et une file active de près de 4000 patients. Donc une équipe médicale qui est un pack avec 10 médecins, donc 3 ont une thèse de sciences et la moitié sont HU. Le service est adossé directement au laboratoire MI2 que l'on co-dirige avec Harry Sokol, donc qui est microbiote intestin et inflammation. Il y a 55 personnes qui sont dans ce labo actuellement. La moitié sont des étudiants et des non-permanents. Et puis on a un autre laboratoire où est affilié Julien Kirchesner, qui s'intéresse à la balance bénéfice-risque, et c'est à l'IPLEPS, mais il a ses locaux également à la faculté. Donc notre mission, c'est d'essayer de réunir toutes ces forces pour faire du soin, notre enseignement, et vous allez voir, il y a un peu de spécificité dans l'enseignement, et puis la recherche, bien sûr. Donc l'environnement de notre service, donc il y a notre service des Mickey, bien sûr la FHU. On s'est réunis un peu en consortium à PHP des services qui s'intéressent aux maladies inflammatoires dans un groupe qui s'appelle Paris IBDU. On est bien sûr impliqué, même on dirige un réseau national sur la recherche qui s'appelle REMIND pour la recherche sur les maladies inflammatoires.
On est impliqué, bien sûr, dans le Je-TED, qui est plus le pendant de Remind, mais plus dans la recherche clinique et les stratégies des différents traitements. On est aussi impliqué avec une de nos médecins, Isabelle Nion-Larmurier, qui est la présidente de l'AFEMI, qui est l'Association pour l'éducation thérapeutique dans les MICI. Et de près ou de loin, nous sommes associés à ECHO et à l'UEG, qui sont plus les regroupements nationaux, européens des MICI ou de la gastroentérologie, et ce consortium américain qui est l'IOIPT. Alors notre projet, qui est notre projet pour le mandat 2024-2028, il s'appelle PRUMS, comme premier. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a été classé premier dans le classement du point la semaine dernière pour les MICI. Donc on est très fiers, c'est la deuxième année consécutive. Donc PRUMS, ça tombe bien. Prévention et recherche pour les MICI. Donc le but, c'est d'unir nos forces pour la prévention des MICI. Alors la prévention primaire, il n'y en a pas encore, mais peut-être un jour, mais c'est plutôt la prévention secondaire et tertiaire. Donc offrir un peu plus à nos patients qu'un simple suivi en consultation, faire l'enseignement dédié et puis contribuer bien sûr à la recherche médicale au sens large, fondamentale bien sûr sur microbiote et translationnel et clinique bien sûr. Alors, dans les objectifs, prévenir les MICI, c'est plutôt prévenir les complications et les pousser. Donc, on offre en HDJ, en hôpital de jour, à nos patients une prise en charge qu'on dit un peu holistique, mais qui est en fait assez ciblée, avec une prise en charge soit sur des ateliers de nutrition diététique, soit des ateliers pour la gestion du stress, du sommeil, soit une offre en rhumatologie, en dermatologie, en échographie Mickey, qui sont une nouvelle façon d'appréhender la morphologie de nos patients, des échographies du grêle mais aussi du côlon. Et puis là, on va ouvrir un nouvel atelier sur le yoga. Donc tout ça demande la coordination, des métiers supports, surtout de l'éducation thérapeutique, avec une infirmière d'éducation thérapeutique dédiée et nos infirmiers et nos infirmières qui sont formés à l'éducation thérapeutique, un IPA qui est en cours de fléchage et de formation, et tout ça aussi en lien avec l'association François Petit, Crohn-RCH, la seule association de ces maladies. Sur l'enseignement, eh bien, on fait l'enseignement comme tous les universitaires pour la gastroentérologie, nos étudiants en médecine, nos internes en post-universitaire et aussi en interne dans le service pour les paramédicaux. Mais on a aussi des enseignements dédiés, alors bien sûr au lit du malade, et puis des programmes vraiment dédiés pour les MICI. Donc moi je coordonne le DU Web MICI où il y a plus de 100 inscrits par an et qui est vraiment un passage presque obligatoire pour se former dans les MICI quand on est interne ou jeune chef. Bien sûr, on est ici pour la FHU, dans Glimmer. On coordonne, grâce à un de nos PH, Paul McLellan, les journées d'échographie MICI en France et cette année aussi les journées européennes sur l'échographie MICI. Avec le consortium d'Île-de-France, on fait des journées sur les MICI autour de nos questions plus cliniques. Et puis on participe bien sûr aux journées du Je-TED et de Riemann qui sont nationales et qui auront lieu cette semaine, jeudi et vendredi. Philippe, il te reste 3 minutes, Alors, ça va être très même un simple. petit peu moins. Bon, alors pour notre recherche, on a la chance, et c'est ça que je voulais vous montrer, d'avoir un logiciel dédié qui s'appelle Suivimi, qui est une plateforme numérique de soins de recherche. Tout patient vu en consultation, en HDJ et en hospitalisation va entrer dans ce logiciel, que je ne vous détaille pas, mais qui va permettre à la fois de faire des comptes rendus et à la fois donc de formaliser un rapport, de remplir la base de données. Donc il n'y a pas de double saisie pour tous nos patients. Et donc on est triplement gagnant. Pour le médecin, on gagne du temps. Pour le patient, il a un rapport. Et pour la recherche, on instruit, on remplit la base de données et la biobanque. Donc vous voyez, grâce à ça, on a pu doubler nos nombres d'études, nos nombres d'inclusions et les inclusions totales dans les cohortes, bien sûr aussi, et les essais que vous voyez qui sont parfois très impressionnants. Alors la place du service, je vais faire très simple. On a un projet Glimmer qu'on vous a déjà présenté, qui en fait égrène des questions fondamentales au cours du temps de la prise en charge d'une MICI. Qu'est-ce qui se passe quand on est avant la maladie ou au tout début de la maladie? C'est le Work Package numéro 1. Qu'est-ce qui se passe quand on a
eu plusieurs poussées et qu'on doit mettre en place une biothérapie ou des petites molécules thérapie avancée, c'est le Work Package numéro 2. Qu'est-ce qui se passe quand on récidive malgré tout? Comment prévenir ces récidives? Qu'est-ce qui va se passer au niveau biologique, au niveau prise en charge lorsqu'on doit être opéré avant et après la chirurgie pour éviter que ça ne revienne? Et comment prévenir les complications les plus redoutables à long terme que sont la dysplasie et le cancer? Et on a découpé ça avec les différentes cohortes et essais qui sont en cours. Vous avez ici pour le Work Package 1 quelques chiffres. Pour le Work Package 2, 3, 4 et 5, je passe très vite. Vous pourrez me poser des questions à ce sujet. Voilà, notre service de gastroentérologie, il est plus qu'impliqué dans les Mickey, il est dédié aux Mickey, avec une recherche forte sur le microbiote intestinal, une insertion évidente de la FHU, et nous sommes le Work Package 1 de Glimmer, mais on collabore avec les autres Work Package, des pathos sur la CSP, on espère un grand projet dans les années qui viennent, et avec l'oncologie sur le microbiote intestinal. Et Marine, est-ce que j'ai tenu mon temps? Oui, c'est bon, Philippe. Il Mais tu reste n'as pas quelques parlé, tu minutes n'as pour pas les parlé questions. d'endoscopie. Je suis un petit peu déçue quand même, hein. Tu peux. Mais évidemment, à chaque étape de la gastroentérologie et de nos maladies, il y a des prélèvements en endoscopie et puis des scores en endoscopie. Évidemment, l'endoscopie fait partie quasiment de notre clinique à nous, les gastroentérologues. Donc Merci voilà, Philippe, en tout rassurez. cas. Merci pour ton intervention. On voit que ton service, effectivement, bravo, hein, premier dans le point. On sent vraiment une grande dynamique. Aussi, une prise en charge, comme tu nous l'as dit, assez centrée de plus en plus sur le patient, son environnement de traitement, hein, avec tous ces HDJ et tout ce que vous mettez en place, hein, qui est un peu nouveau, hein, dans l'environnement de sa prise en charge, hein, qui n'est pas juste merci monsieur, on vous prescrit une endoscopie et un médicament et puis on se revoit plus tard. Enfin, voilà, on voit vraiment qu'il y a une grande dynamique de tout ça, en plus de votre dynamique de recherche. Est-ce que, en question, parce qu'on n'en a pas, je pense, encore dans le chat, mais tu vois, à l'horizon, on va dire, moyen, d'ici 3 à 5 ans, qu'est-ce que tu penses qui va vraiment changer? Est-ce qu'il va y avoir, à ton avis, un grand changement? Est-ce que ça va être dans la continuité de tout ça? Enfin voilà, quelle est un peu ta vision, on va dire, suite à tout ce que vous mettez en place? Alors, deux choses. Un, sur la recherche, parce que je crois que c'est ce qui intéresse un petit peu aussi les gens, la recherche plus fondamentale. Je pense l'apport du microbiote, je pense qu'on aura bien compris comment le microbiote pourra être utilisé à vertu thérapeutique. Probablement qu'on aura toujours besoin, bien sûr, des traitements immunosuppresseurs pour calmer l'inflammation, mais vous avez vu que ça commence tôt, qu'on va utiliser longtemps ces traitements, que ça coûte très cher, et peut-être qu'il y aura des pauses thérapeutiques des immunosuppresseurs et un relais par une restauration de l'écosystème ou des traitements plus écologiques provenant du microbiote, une fois que l'inflammation est contrôlée. Alors j'espère de tous mes voeux aussi de la prévention primaire, mais ça c'est peut-être plus à l'horizon 10-20 ans. Ça c'est vraiment un espoir que j'ai, c'est-à-dire des facteurs prédictifs de survenue de la maladie, une meilleure connaissance de ce qui se passe avant et peut-être qu'on pourra initier des traitements. Et ça c'est vraiment un grand espoir pour empêcher que la maladie ne survienne. Ça se fait déjà en rhumatologie. Donc ça c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est vraiment la prise en charge globale. Et tu l'as dit dans nos HDJ là. Et je pense que ce qui va advenir, c'est vraiment offrir du soin pour nos maladies chroniques avec des nouveaux métiers qui vont émerger, encore plus d'IPA, encore plus de TP, mais aussi la prise en charge des accompagnants, des aidants, des familles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas malades mais qui sont à côté des malades, avec les associations de malades. Je pense que ça va s'ouvrir avec peut-être une médecine chronique qui se fera à l'hôpital, en HDJ, mais peut-être un peu hors les murs, dans les associations de malades. J'entrevois ça. Comment est-ce qu'on va le valoriser? Comment est-ce qu'on va le coder? Comment est-ce qu'on va trouver les nouveaux métiers? C'est vraiment des défis pour demain, parce que je me rappelle qu'en France, il y a à peu près 16 à 18 millions de personnes atteintes de maladies chroniques, donc c'est un énorme défi pour la société. Bah, merci beaucoup. Ça ouvre plein d'horizons. Et puis, voilà, au-delà de l'hôpital en lui-même, hein, que ce soit recherche et puis prise en charge des patients vers effectivement leur association ou leur famille, c'est plein d'espoir. Bah, je pense qu'on. Est-ce que tu. Je voulais vous J'ai pas remercier de d'avoir... questions. Voilà, je pense que Non, là, tu les as fait briller là. Ils n'ont pas de questions. Ils sont.
Non, non, On va tout, merci oui. d'avoir nous donné l'opportunité de nous présenter de temps en temps. C'est très agréable et très important. Eh ben, en tout cas, À merci bientôt. beaucoup et merci, merci pour Glimmer. Salut Philippe. Salut. Pour le deuxième sujet, on va inviter le professeur Nathalie Capel à nous parler des analyses de coprologie fonctionnelle et que peut-on en attendre. Nathalie, tu peux partager ton écran. Écoutez, je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter l'activité que l'on a au niveau du laboratoire de coprologie. Donc, c'est un laboratoire qui est laboratoire de biologie de référence pour l'analyse phénotypique des selles et qui a pour finalité finalement d'essayer d'accompagner les cliniciens et notamment dans le cadre de la FHU Glimmer pour l'exploration de paramètres digestifs par l'analyse des selles. Alors, question, qu'est-ce qu'on peut faire avec les selles? On a beaucoup parlé et on parle beaucoup de microbiote, de microbiome au niveau de la FHU, mais il n'y a pas que ça. Et nous, ce qui nous intéresse très fortement dans le cadre de l'activité du laboratoire de coprologie, c'est le contexte et c'est ce qui constitue finalement la selle, le métabolome, les éléments qui sont résiduels de la digestion, les électrolytes et ainsi de suite, pour permettre l'exploration biologique digestive complète de ce milieu très particulier avec une approche finalement qui n'est pas invasive. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? Notre cœur de métier, c'est l'exploration des malabsorptions avec des dosages de macronutriments. Et pour ça, on va utiliser des technologies de type spectrométrie infrarouge ou calorimétrie, ce qui va nous permettre de faire des dosages de macronutriments, lipides, protides. Et avec la mesure de la fuite énergétique, eh bien, on a une appréciation également de la fuite glycidique. Et tout ça ayant pour finalité d'évaluer les coefficients d'absorption des macronutriments. Ceci soit dans un contexte de calcul, et on travaille dans ces conditions en collaboration avec les équipes diététiques pour faire un calcul des ingestats et donc un calcul de l'absorption, ou avec des méthodes de référence qu'on a mis en place, notamment en gastropédiatrie à Necker, avec des bilans double plateau, et on va recevoir un double des plateaux qui sont donnés aux patients, les restes, et puis les selles, pour avoir directement un calcul de l'absorption intestinale et donc l'évaluation de ces coefficients d'absorption. Alors, pourquoi on fait ça? Quel en est l'intérêt? En dehors du suivi quotidien de certains patients, on accompagne un certain nombre de travaux de suivi clinique et de recherche et quelques exemples que j'ai pu sélectionner, notamment dans le suivi des patients grêle-court qui ont des traitements d'accompagnement pour les autonomiser vis-à-vis de la nutrition et notamment de la nutrition parentérale. Voilà par exemple un patient grêle-court traité par téduglutide et donc les bilans que l'on réalise avant traitement et après traitement permettent d'évaluer l'évolution de la perte digestive, permettent d'évaluer l'évolution de la perte énergétique, comment dire, avant le traitement et après le suivi pendant annuel, et on a directement donc les mesures d'absorption énergétique avec ce genre de bilan, et donc on voit qu'il y a une perte claire, une diminution claire de la perte intestinale chez ces patients et une augmentation de l'absorption, et ceci étant parfaitement corrélé avec l'adaptation morphologique qui se caractérise par l'hyperplasie des villosités intestinales. Un autre exemple, issu d'un travail qui a été mené donc en collaboration avec l'équipe de Necker, toujours suivi de patients ayant un syndrome de Grelle-Court, cette fois-ci des enfants traités encore une fois par téduglutide, et même approche, on voit qu'il existe une évolution dans l'absorption énergétique, une évolution très nette dans les capacités d'absorption énergétique, et de manière surprenante, on a
n'attendaient pas forcément ce résultat, eh bien, la mise en place de ces bilans en double plateau nous a permis de montrer que non seulement il y avait une vraie adaptation intestinale, mais que cette adaptation intestinale répondait à une augmentation des ingestats, et seuls ces bilans finalement permettent de mettre ce genre de résultats en évidence, et ce qui est associé avec une nette diminution vis-à-vis de la nutrition. Un dernier exemple pour montrer le rôle du côlon dans ses capacités d'absorption, une étude qui a été réalisée là encore avec l'hôpital Necker, et cette étude a été réalisée donc chez des patients qui avaient un type 1, type 2 ou un type 3 de syndrome de Grelcourt. Et donc, on voit sur cette diapositive que lorsqu'il existe un côlon continuité, et particulièrement dans le type 3, eh bien, on a une adaptation intestinale qui se met en place, et que cette adaptation intestinale, elle est possible parce que le côlon va récupérer l'énergie qui est liée aux glucides. Hein. On a parlé de sauvetage énergétique lié aux glucides. Alors ceci me permet de faire une transition, et me permet de rappeler le travail qu'on a mené en relation, en collaboration avec l'équipe INRAE, notamment l'équipe de Muriel Thomas. Muriel a montré qu'il y a une très très nette adaptation du microbiote intestinal qui va se simplifier chez les patients ayant un grêle court. L'afflux de glucides au niveau du côlon va induire une très forte augmentation de la présence des lactobacilles, qui vont représenter jusqu'à 90% de ce microbiote. Hein. On parle de lactobiote, et donc ce lactobiote va avoir un pouvoir métabolique, donc favorisant la production d'acides gras chaîne courte, et notamment de butyrate. Et donc l'analyse de ces profils en AGCC, hein, et c'est un travail qu'on mène avec l'équipe Métomix de Saint-Antoine, hein, avec Antonin Lamazière, eh bien, on montre que le développement de ce lactobiote se traduit par un sauvetage énergétique, et donc un métabolisme des glucides qui permet donc de rattraper l'énergie qui est normalement éliminée au niveau digestif. Pardon. Associé à cette modification du microbiote, ce métabolisme du microbiote, eh bien, à côté des AGCC classiques, on a pu montrer, et toujours avec l'équipe INRAE de Muriel Thomas, qu'il pouvait y avoir chez certains patients une production de lactate fécal, lactate qui peut avoir un rôle dans le développement d'encéphalopathie. Et donc, on est typiquement dans du marqueur bench to bed. Ce travail a été directement implanté au niveau du laboratoire pour avoir un biomarqueur du risque d'encéphalopathie chez ces patients en situation de Grelcourt. Donc voilà, maintenant le laboratoire propose ce panel dans son panel d'analyse, ce dosage-là pour identifier donc ces patients. Alors, à côté de ces paramètres d'exploration de la fonction de malabsorption, le laboratoire est également très investi sur l'exploration des fonctions épithéliales et de barrières pour essayer de mettre en place des biomarqueurs qui vont être le reflet de l'équilibre de l'homéostasie de la muqueuse, hein, avec dosage des IgG sécrétoires ou des marqueurs de la réponse immunitaire innée comme les défensines. Des marqueurs de l'inflammation ou de l'exudation protéique, hein, que je vais illustrer tout de suite, comme la l'antitrypsine et la calprotectine. Alors tout de suite, vous allez me dire la perméabilité intestinale, c'est un domaine qui est extrêmement important pour nous au niveau de l'humeur. Eh bien, on n'est pas très brillant là-dessus, et on connaît toutes les difficultés. On a essayé d'implanter les dosages urinaires du lactulose mannitol avec des résultats qui sont assez peu satisfaisants, une grande variabilité inter-individuelle, voire même intra-individuelle. Donc quelque chose qui reste encore à développer et qui méritera d'avoir des développements, je pense, au sein de Glimmer.
De la même manière, les dosages de ZO1 comme marqueur d'état jonctionnaire sont assez peu satisfaisants et il reste encore donc de ce fait tout un panel à développer pour essayer d'avoir une vision un petit peu plus précise de cette perméabilité intestinale. Alors, je vous ai quand même parlé de marqueurs d'intérêt pour évaluer l'exsudation protéique, au premier rang duquel l'alpha-antitrypsine, vous connaissez bien ça, hein. On mesure la clairance de l'alpha-antitrypsine pour voir s'il y a une fuite protéique au niveau digestif. Alors, c'est quelque chose qui est assez classique, bien évidemment, dans le suivi digestif et par exemple dans le suivi des MICI. Nous, on s'est intéressé à un domaine un petit peu particulier et on a travaillé avec les collègues de Saint-Louis dans le domaine de la GVH et on a pu voir que ces marqueurs d'inflammation et d'exsudation protéique étaient augmentés lorsqu'il y avait une GVH d'origine digestive. C'est pas très étonnant au regard de la physiopathologie. Plus intéressant peut-être est le travail de suivi et de réponse au traitement avec 2 marqueurs qui nous permettent d'avoir un suivi de la réponse thérapeutique avec un élément, donc encore une fois non invasif, hein. Sur la figure du haut, vous voyez la réponse en alpha-antitrypsine et en calprotectine chez des patients qui répondent à une seconde ligne de traitement après une inefficacité du traitement par les corticoïdes. À l'inverse, sur la figure du bas, vous voyez pas de réponse à la seconde ligne de traitement. Donc, on a la capacité de cette manière-là de voir comment fonctionne cet équilibre vis-à-vis donc de la prise en charge thérapeutique. Un autre marqueur que vous connaissez très bien et qu'on a pu implanter finalement grâce aux gastropédiatres, hein, qui sont très intéressés par les biomarqueurs non invasifs. Et donc, on a commencé à travailler avec les gastropédiatres. Aujourd'hui, ce marqueur, la calprotectine, et on en est ravi, est inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, hein. C'est un marqueur de l'inflammation digestive. C'est un marqueur important qui et représente donc un constituant important des polynucléaires neutrophiles qui va être libéré lorsqu'il y a une activation ou une nécrose de ces polynucléaires neutrophiles, donc associé à une inflammation et un marqueur qui peut être dosage dans un milieu aussi protéolytique que les selles parce que résistant justement à cette protéolyse. Et là aussi, un élément qui est intéressant dans le cadre des suivis des patients, puisque la littérature a bien montré qu'il existe une relation étroite entre la valeur de ce biomarqueur mesuré dans les selles et le développement des scores cliniques et endoscopiques, ce qui nous a permis maintenant de proposer des algorithmes de diagnostic pour la prise en charge diagnostique d'une MICI. On est hors du cadre de prescription de la nomenclature ou pour le suivi des patients dans le cadre donc de leur prise en charge thérapeutique, comme ça a été évoqué avec Philippe précédemment. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'évaluer justement l'intérêt de ces biomarqueurs d'inflammation dans d'autres contextes que ceux maintenant classiquement validés comme les MICI. Et je pense que c'est le rôle d'un LBMR justement d'aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui pour voir à quel titre il est possible de participer au développement de ces marqueurs de biosuivi. Alors, je pense qu'Anaïs Lemoine vous en parlera beaucoup plus intensément que moi, mais on a essayé de mener ce même travail donc dans une cohorte qu'elle avait mise en place dans le contexte de son PhD, chez des enfants qui avaient un syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires, un CEPA. Qu'est-ce qu'on a pu montrer avec ces différents biomarqueurs fécaux, calprotectine, EDN, c'est un marqueur de l'infiltration par les polynucléaires
immunitaire et eosinophile, zonuline, IgA sécrétoire, eh bien, on a montré qu'il n'y avait pas de signe d'inflammation de la muqueuse dans ces conditions, mais qu'on retrouvait des marqueurs qui étaient le reflet de la protection de la surface muqueuse par rapport au contact avec les antigènes alimentaires et qui étaient finalement un simple reflet de la dysbiose du microbiote. Plus intéressant, ce qui nous intéresse toujours, hein, c'est plutôt le suivi cinétique de ces paramètres. Et donc, avec Anaïs, on a pu montrer qu'il existait une augmentation transitoire de la calprotectine chez les enfants qui n'avaient pas de résolution vis-à-vis de leur CEPA. À l'inverse, lorsque le test est positif, eh bien, lorsqu'il y a une résolution du CEPA, eh bien, on voit qu'il y a une évolution qui est beaucoup plus limitée. Donc, des signes d'infiltration inflammatoire transitoire lorsqu'il y a une réaction allergique, mais on n'est pas dans un contexte d'altération de la barrière ni de véritable induction d'une réponse immunitaire muqueuse. Tous ces éléments nous ont également conduit à participer au développement de profils métabolomiques. Je vous en ai déjà parlé avec Antonin Lamazière au niveau de la plateforme Metomix. On a travaillé sur la mise en place des profils d'AGCC au profit donc de l'ensemble des collègues de la FHU Glimer et plus largement des cliniciens. Et puis également pouvoir proposer ces profils tests issus du métabolisme du tryptophane. Pour terminer, nous sommes aussi intéressés par l'évaluation des déséquilibres hydroélectrolytiques avec mesure du trou osmolaire. Donc aujourd'hui, en routine, réalisation du ionogramme classique, sodium, potassium, chlorure, pour pouvoir évaluer le type de diarrhée par rapport au trou osmolaire. Et à l'avenir, c'est le projet de Laurence Barbeau au niveau du laboratoire de coprologie, l'extension avec de ces profils de micronutriments avec les dosages de différents composés comme calcium, magnésium, zinc et ainsi de suite. Et enfin, pour terminer, j'aimerais évoquer avec vous un dernier élément que nous avons développé au niveau du laboratoire et qui peut être intéressant dans le contexte de la FHU, c'est la possibilité de réaliser des tests respiratoires notamment au glucose, pour la mise en place de pullulation microbienne. Donc, nous sommes en train de travailler pour pouvoir mettre dans la main des équipes la réalisation de ces tests, les prélèvements nous étant ensuite envoyés pour pouvoir poser le diagnostic de SIBO dans des contextes qui sont plus ou moins évocateurs. Donc voilà, je crois avoir fait un tour. Ah non, excusez-moi, j'avais oublié cette dernière diapositive qui montrait que SIBO, il faut y penser dans différents contextes. Et Laurence Barbeau-Tristram a travaillé avec des collègues en rhumatologie pour montrer qu'il existait une prévalence importante de cette physiopathologie dans des contextes de spondyloarthropathie, de SPA. Donc voilà, je pense que de très nombreuses conditions sont en relation avec des altérations de l'homéostasie intestinale. L'analyse du milieu fécal telle qu'on a pu la mettre en place va permettre d'explorer différents paramètres. On va pouvoir s'intégrer dans différentes work packages au niveau de la FHU pour abonder justement l'exploration de ces différents éléments. Voilà, je crois avoir fait un tour un petit peu rapide de Nathalie, présentation et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. merci beaucoup pour cette présentation. Beaucoup d'applications pratiques finalement pour la coprologie fonctionnelle. C'est vrai qu'on pense au fécalogramme, mais finalement la calprotectine fécale a totalement bouleversé nous notre pratique clinique. On voit qu'elle peut être utile aussi dans d'autres pathologies chez l'enfant et même la GVH. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, je ne crois pas.
Là, dans les biomarqueurs ou dans les marqueurs fécaux prometteurs pour les prochaines années, dans quelle pathologie et quel type de marqueur vous pensez pourra changer la prise en charge de certaines pathologies, Nathalie? Bon, je pense qu'en premier lieu, c'est pas très nouveau. C'est important de travailler sur les profils. On va plus travailler sur des profils peut-être que sur des marqueurs isolés. Les profils des acides gras chaîne courte, c'est vraiment quelque chose qui me semble indispensable à pouvoir vous proposer en pratique de routine. Et puis, comme je l'ai dit, je pense qu'il est important de pouvoir travailler sur des marqueurs de perméabilité intestinale. Alors, ZO1, pas très satisfaisant, mais ZO1 associé à d'autres paramètres, et notamment des claudines, peut potentiellement apporter un intérêt pour répondre à cette question. Je crois que le rôle de notre FHU Glimmer est justement de tester, d'avoir l'opportunité de tester ces différents paramètres pour sélectionner ceux qui ont un intérêt purement recherche et ceux qui peuvent véritablement apporter une plus-value à la prise en charge des patients dans le cadre de l'activité de routine. On a l'impression que plus on découvre justement de nouveaux marqueurs et plus l'analyse justement des profils se complexifie et le métier finalement enfin, enfin, en tout cas d'analyse de la coprologie fonctionnelle se complexifie. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle présentation. Euh, pour la dernière partie de ce soir, nous allons accueillir le docteur Anaïs Lemoine qui va nous parler d'allergie alimentaire et de santé digestive. Bonjour à tous, je vais vous partager l'écran. Je suis donc gastropédiatre à l'hôpital Trousseau, je fais aussi de l'allergologie alimentaire et je me suis permis un peu de rebaptiser le nom de la présentation que j'avais donnée initialement. Et donc j'ai retransformé ce titre en atopie digestive et biomarqueurs pour être un peu plus général sur les projets sur lesquels je travaille avec les gens de mon service. Alors, juste pour rappel, donc notre service, on a des patients à la fois de nutrition, donc des enfants obèses avec des obésités communes et syndromiques. On a des patients qui sont suivis pour des dyslipidémies plus ou moins sévères. On a aussi bien sûr des patients dénutris, des patients en parentérale au long cours pour des syndromes de grêle court, par exemple, pour des malabsorptions. Et puis, on suit quelques enfants également qui ont des troubles du comportement alimentaire, notamment les ados. Ensuite, sur le plan gastro, on a également donc, des patients qui sont suivis pour des MICI, plus ou moins à début précoce, des maladies cœliaques, des atrésies de l'œsophage, du grêle, des malformations digestives. Et donc, on est centre de référence ou centre de compétences pour différentes pathologies. Donc, on fait partie du centre de référence Prador, on fait partie des mardis, des CRACMO et également du CEDRA pour la dyslipidémie. Et du coup, moi, mon étiquette un peu plus dans le service, c'est tout ce qui est allergologie alimentaire et atopie digestive, que je vous redéfinirai un tout petit peu plus tard. Et donc, il y a bien sûr des patients suivis pour des allergies alimentaires qu'on dit IgE médiées. Je vais vous réexpliquer un petit peu ce que c'est, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous n'est pas forcément trop habitué à ce genre de pathologie. Mais surtout, ce qui m'intéresse moi plus particulièrement en tant que gastropédiatre, c'est tout ce qui est pathologie alimentaire, allergies alimentaires non IgE médiées, notamment les allergies au lait, le fameux CEPA dont Nathalie Capel a évoqué tout à l'heure, et puis toutes les pathologies digestives à éosinophiles que en fait on peut appeler atopie digestive, dont les œsophagites éosinophiles qu'on voit de plus en plus et qui méritent du coup une attention particulière. Alors, petit rappel très rapide sur les différentes allergies. L'allergie alimentaire IgE médiée, c'est on mange quelque chose, par exemple de la cacahuète, du lait, des œufs, et dans les 2 heures, on va avoir des symptômes avec un œdème des lèvres, douleur abdominale, de l'urticaire, des éternuements, un bronchospasme et des anaphylaxies. On confirme le diagnostic avec une sensibilisation IgE, soit qu'on met en évidence avec un prick test, soit avec un dosage des IgE spécifiques. Et du coup, c'est assez facile, la physiopathe, elle est quand même assez bien comprise. Et après, on a tout ce qui est allergie alimentaire non IgE médiée.
Et alors là, c'est parfois un peu plus flou parce que ça peut aller des rectorragies chez le bébé au bébé qui a une croissance pondérale qui est retardée, au bébé qui pleure, au bébé qui régurgite beaucoup et qui ça passe pas malgré l'épaississement du lait, par exemple, et voire même la constipation. Donc, on a plusieurs entités qui sont bien connues, comme par exemple la proctocolite allergique, donc ces bébés qui ont des rectorragies et qui vont s'améliorer sous régime d'éviction, l'entéropathie allergique avec des enfants qui ont de la diarrhée, une hypoalbuminémie, un retard de croissance. Et puis en fait, on a un peu ce fourre-tout aussi des troubles de l'interaction intestin-cerveau, ce qu'on appelait avant les TFI. Et quand on a plusieurs symptômes associés, bah, parfois ça s'améliore sous régime d'éviction sans qu'on comprenne vraiment bien pourquoi. Et donc ça fait partie de ces entités non isomédiées. Dans cette forme-là, on n'a pas de test biologique. Le seul moyen de faire le diagnostic, c'est l'éviction de l'aliment. Les symptômes s'améliorent et on réintroduit 2 à 4 semaines plus tard, les symptômes reviennent. Ça peut être considéré comme étant un peu barbare par certaines personnes, mais on n'a pas d'autres possibilités puisqu'on n'a pas de test pour ça. Et puis le fameux SEIPA, donc SEIPA pour syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. Ça fait partie des allergies non isomédiées, mais c'est vraiment bien particulier puisque c'est des patients qui peuvent être potentiellement sévères dans leur présentation clinique. Ils vont se mettre à vomir dans les 1 à 4 heures après le repas et souvent ils sont décrits comme assez pâles, hypotoniques, assez fatigués. Et donc on voit ça chez l'enfant avec notamment le lait, l'œuf et le poisson, mais en fait ça peut être induit par n'importe quel aliment. C'est répétable dans le temps. Et on voit ça aussi chez les adultes. C'est pas que un truc de l'enfant. C'est par exemple les adultes qui vont manger des fruits de mer à Noël, ils vont manger des huîtres et tous les ans ils vont être malades toute la nuit. Et à chaque fois ils vont penser que c'est juste pas de chance qu'ils sont tombés sur l'huître qui était malade et que c'était encore tombé pour eux. C'était encore pour leurs pommes. Et en fait, bah non, ils ont un CEPA à l'huître, c'est un truc assez classique. Pareil pour la coquille Saint-Jacques, c'est un truc assez classique de l'adulte, mais ça peut être encore une fois tout type d'aliment. Donc dans ces deux formes-là, non isomédié, le CEPA, on n'a pas de biomarqueur en routine pour aider au diagnostic ou au suivi. Et donc en fait, on est obligé de passer par les réintroductions en hôpital de jour ou à la maison selon les formes pour voir si le patient il est toujours allergique ou pas. Et du coup, bah, attendre de voir si on provoque les symptômes. Alors la physiopathe, non, pardon, les chiffres de l'allergie non isomédiée, en fait, on ne les connaît pas très bien parce qu'il y a vraiment de tout dans la littérature. Soit il y a des patients qui sont surdiagnostiqués parce qu'ils se sont améliorés quand ils ont été sous régime d'éviction. Il n'y a jamais eu de confirmation diagnostique. Donc du coup, c'est des suspicions, mais on n'est pas vraiment sûr que ce soit des vrais diagnostics. Il y a aussi toutes les formes soi-disant médiées par le lait de mer, avec des enfants qui, du coup, bah, à chaque fois, ils sont pas bien, ils pleurent, ils se tortillent dès que la mère mange un truc, et donc, du coup, on pense que c'est des allergies médiées par le lait de mer. Peut-être que c'est autre chose, ça mérite de faire des recherches, parce que je trouve que c'est assez pauvre ce qu'on trouve dans la littérature. Et puis, il y a des patients qui ont une errance diagnostique, donc typiquement les patients qui ont plusieurs symptômes de l'interaction intestin-cerveau, et donc potentiellement, c'est des allergies qui sont passées un peu inaperçues. Et dans le CIPA, bon, c'est plutôt assez rare, on est d'accord, mais quand même, on en voit de plus en plus, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, et probablement qu'en fait, on fait mieux le diagnostic parce qu'en fait, il y a des consensus qui sont sortis avec des critères diagnostiques, etc. Donc, en fait, on en voit de plus en plus. Et à Trousseau, on a une belle cohorte d'enfants qui sont suivis pour des CIPA. Bon, la prise en charge de ces allergies, bon, on fait l'éviction de l'allergène en cause. On éduque les parents et éventuellement l'enfant, selon son âge, à bien lire les étiquettes, les affichages, à utiliser la trousse d'urgence. Parce que par exemple, dans le CEPA, la trousse d'urgence, ça va être de réhydrater l'enfant et de stopper les vomissements avec de l'eau dans ses troncs. Donc ça, il faut bien leur expliquer. Le plus souvent, heureusement, les allergies alimentaires vont évoluer favorablement pendant l'enfance, mais il y a certaines formes qui sont un peu plus compliquées et de mauvais pronostics, comme par exemple les enfants qui ont des allergies IgE-médiées avec des antécédents d'anaphylaxie, les enfants qui ont des IgE spécifiques des aliments qui sont très élevés, ou par exemple les enfants qui ont des CEPA aux poissons. Mais on peut, grâce au système immunitaire qui est encore assez malléable chez l'enfant, on peut essayer d'induire la tolérance en faisant ce qu'on appelle des espèces de désensibilisation, comme on ferait pour les pollens ou les acariens, en donnant tous les jours une certaine quantité d'aliments à l'enfant. Et donc, voilà, c'est assez lourd, ça prend du temps, mais en fait, on y arrive quand même plutôt bien.
Alors, si on reprend un petit peu les mécanismes qui sont impliqués dans l'allergie alimentaire et notamment toutes les formes non IgE-médiées, et ben, en fait, il y a au moins 3 paramètres qui sont l'immunité, le microbiote intestinal, très probablement, et la barrière intestinale, puisqu'on sait que les patients qui sont allergiques, ils ont une augmentation de la perméabilité intestinale avec une augmentation du passage des protéines avec des formes plus grosses et en intercellulaire. Et donc, ça c'est un schéma que j'avais mis dans ma thèse, voilà, comment est-ce qu'on peut explorer un peu et le microbiote qui est souvent considéré comme étant en dysbiose dans les allergies, avec une richesse qui va être diminuée, une diversité qui va être altérée et des fonctions qui vont différer de patients qui ne sont pas allergiques. L'inflammation au niveau de la muqueuse qu'on observe justement dans les selles, par exemple, avec la calprotectine, mais généralement, c'est une augmentation transitoire au moment de l'exposition à l'allergène, et puis après, ça revient dans l'ordre avec un temps qui est assez variable. L'immunité digestive, c'est assez compliqué à explorer de manière non invasive, puisque comme l'a dit Nathalie, c'est vrai qu'en pédiatrie, on aime bien avoir des prélèvements non invasifs. Et pour les formes d'allergie non IgE-médiées, en fait, on ne fait pas des endoscopies à ces patients, on ne va pas aller chercher du tissu digestif. Et donc, du coup, il faut qu'on essaie de trouver des moyens d'explorer l'immunité de manière indirecte. Et puis, la fameuse perméabilité intestinale, tout le monde dit qu'elle est augmentée. Et finalement, ce n'est pas si facile de mettre ça en évidence, puisque tous les tests sont parfois peu probants ou voilà, on a des données qui sont limitées avec des cohortes toutes petites. Alors, donc, dans le CEPA, en fait, la physiopathologie, elle n'est pas très bien connue, puisque finalement, donc là, j'ai repris un peu tous les biomarqueurs qui ont pu être étudiés, que ce soit côté prise de sang avec les lignées des globules blancs, les plaquettes, les marqueurs inflammatoires, etc. Mais en fait, ce qui se passe probablement, c'est qu'il y a une espèce de réaction neurovagale qui est en jeu au moment de la réaction allergique. Puisque les patients, ils sont vraiment décrits comme très pâles, léthargiques, etc. C'est pas du tout habituel d'avoir ce genre de présentation clinique dans les formes d'allergie IgE-médiée, même quand on a une anaphylaxie, par exemple. Et en fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe avant l'exposition à l'allergène et au moment de l'acquisition de la tolérance. Et on sait encore moins ce qui se passe avant le début du CEPA, puisque dans le sang, en fait, on n'a vraiment pas grand-chose, ou en tout cas pas grand-chose de très séduisant. Donc moi, l'idée de ma thèse, c'était en fait de regarder un peu ce qui se passe au niveau du microbiote, notamment intestinal, au niveau de l'inflammation digestive, l'immunité et la perméabilité. Et en fait, ce qui a été montré dans le microbiote, c'était déjà, il y avait très peu d'études. C'était des séries plus que des grosses études. Et on avait des résultats divergents. Personne s'était intéressé au microbiote salivaire. Et on a un papier qui montre qu'effectivement, il y a une dysbiose qui préexiste avant le début des symptômes du CIPA. C'est sur une cohorte de naissance où ils ont montré que les patients, avant l'âge des premiers symptômes, avaient déjà un microbiote qui était différent de témoins de cette même cohorte de naissance. Pour l'inflammation, ce qui était dit dans la littérature, c'est qu'il y avait une inflammation chronique. Donc, Nathalie Capel vous a un peu spoilé du coup, mais c'était dit dans la littérature qu'il y avait une inflammation chronique avec une calprotectine fécale, une EDN fécale, donc la neurotoxine dérivée des éosinophiles, qui était augmentée alors que les patients étaient sous le régime d'éviction, avec une exacerbation aiguë au moment de la réaction allergique. Pour l'immunité, en fait, il n'y a pas beaucoup de trucs, il y a quelques biopsies, mais c'est sur des travaux assez anciens. Et la perméabilité, finalement, il y a assez peu de choses et les preuves sont très limitées. Donc moi, mon projet, ce que j'avais appelé CBiote, pour CIPA et microbiote, c'était de regarder un peu les métabolites et les compositions et fonctions du microbiote à la fois fécal, mais salivaire, en partant du principe que c'était une pathologie digestive et que du coup, peut-être que la salive pouvait aussi être impliquée. J'avais regardé donc des biomarqueurs type Calpro, EDN, les IgA, la zonuline, du coup, pour justement la perméabilité. Et puis, du coup, l'idée, c'était d'identifier des biomarqueurs associés au CIPA de manière non invasive et d'aider au diagnostic et d'essayer de trouver des outils pour limiter les tests de provocation par voie orale. Donc ça, c'est quand on prend les patients en HDJ, qu'on leur fait consommer l'aliment et qu'on attend pendant 4 heures de voir s'ils vomissent ou pas, pour voir s'ils sont toujours allergiques ou pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on propose dans le suivi une fois par an. Et en fait, bon, bah, la première fois, OK, ils sont encore allergiques, ils vomissent, etc. Mais en fait, c'est parfois un peu compliqué de proposer aux parents et à l'enfant quand il commence à grandir et qu'il est en âge de comprendre ce qui se passe. C'est un peu compliqué de leur proposer ces TPO parce qu'ils ne passent pas une bonne journée. Ils sont tous un peu dans le stress de savoir si le patient va réagir ou pas. Et donc, l'idée de trouver des biomarqueurs, c'est d'essayer de voir si on peut limiter ces tests de provocation.
Donc voilà, en gros, les résultats principaux de cette étude, dont certains papiers sont encore en train d'être travaillés pour être publiés, c'est qu'effectivement, il y avait bien une dysbiose qui était constatée chez les patients allergiques avec moins de ruminococcus, moins de Faecalibacterium, moins de Blossia et plus d'Escherichia coli, d'Escherichia shigella, pardon, chez les patients allergiques, et qu'on avait une correction, mais seulement partielle finalement de la diversité, notamment alpha, une fois que les patients devenaient tolérants au cours du suivi longitudinal, et donc comme si peut-être la maladie, l'allergie laissait un peu une cicatrice au niveau du microbiote, ou en tout cas au début du suivi. Donc peut-être que si on refaisait les prélèvements 2 ans ou 3 ans plus tard, on verrait plus de choses, mais en tout cas, ouais, c'était ce qui était constaté dès que les patients reprenaient un régime normal. Et pour l'inflammation, du coup, il n'y avait pas d'inflammation chronique, donc c'était seulement une inflammation à la phase aiguë. Donc ça, c'était un bon argument pour essayer de rassurer les parents sur le fait qu'en fait, on n'a pas de conséquences vraiment sur du long terme avec la Calpro. Et puis la dysimmunité, ce que j'ai montré, c'est qu'il y avait une augmentation des IgA sécrétoires fécales chez les patients allergiques. Et du coup, ça mérite d'être exploré de manière un peu plus précise et de reprendre une nouvelle cohorte pour regarder vraiment comment sont les IgA juste avant les TPO, pour voir si ça pourrait être vraiment un biomarqueur qui permettrait d'éviter ces tests de provocation par voie orale si on sait que c'est voué à l'échec. Et puis la zonuline, elle n'était pas très contributive. Donc, ce qui reste à faire sur le projet, c'est regarder les cytokines fécales qui ont déjà été dosées, mais interpréter tous les résultats. Interpréter aussi le microbiote fécal qui a été fait donc, par Mathias Richard à l'INRA. On a fait déjà, mais tirer des conclusions de la métabolomique fécale aussi, dont les données ont été analysées avec le CEA de Saclay. Et donc la suite, c'est confirmer que ces IgA sont bien augmentés chez les patients allergiques, comprendre le rôle de ces IgA et comprendre éventuellement leur rôle dans la dysbiose, éventuellement traiter des probiotiques, mais ça ce sera pour plus tard. Et c'est de trouver des moyens d'évaluer mieux la perméabilité, mais c'est plus à viser par curiosité finalement scientifique, parce que ça ne va pas forcément beaucoup changer la prise en charge, ou en tout cas on n'aura pas de moyen d'impacter dessus. Et puis il y avait un projet de recherche sur la souris pour voir à quel point le microbiote pouvait induire une dysimmunité digestive chez des souris. Et du coup ça c'est pareil un projet pour le futur. Et du coup le deuxième pan, si j'ai encore un peu de temps, c'est l'œsophagite éosinophile. Rapidement, Ouais, rapidement. si Ok. c'est possible, Ouais, sans ouais, vouloir je te vais vite. presser. Excuse-moi. Ouais. Du coup, l'œsophagite, bon, je vous savez ce que c'est, je vais passer. En fait, je vous en parle parce qu'il y a un projet qui est en cours, qui va être réalisé par Émilie Grimaud, qui était déjà dans notre service, qui donc, va faire sa thèse de sciences qui va commencer là dans quelques mois. Donc, il y a déjà toute une revue de la littérature qu'elle a faite sur les biomarqueurs dans l'œsophage eosinophile, et l'EDN, en fait, sort en test de liste comme associé à la pathologie et corrélé à l'infiltrat éosinophilique sur les biopsies. Et donc l'idée de ce projet qu'on a appelé EuSEDN, c'est d'aller regarder l'EDN sur les brossages œsophagiens, mais aussi de regarder sur des prélèvements non invasifs, type sang et urine, et c'est de corréler l'EDN avec les eosinophiles des biopsies, regarder le microbiote, parce que du coup on aime bien le microbiote à la FHU Glimmer, et puis essayer de voir si, encore une fois, on peut trouver des biomarqueurs non invasifs qui nous permettraient de faire moins de fibroscopie aux patients, et du coup de faciliter le suivi à chaque changement de traitement. Et du coup, dans cette étude, on a pas mal de petits work packages qu'on avait mis, donc pas mal d'axes de recherche, donc l'EDN, le microbiote, tout le plan allergo, même si ce n'est pas une pathologie allergique en soi, c'est des enfants qui sont atopiques et du coup pour lesquels on peut avoir une sensibilisation associée, l'immuno, la métabo, et puis d'un point de vue clinique, la qualité de vie et tout ce qui est symptômes de sévérité clinique. Donc ça, on a quasiment fini les inclusions. Elle va commencer sa thèse du coup qui sera dirigée par Muriel Thomas à l'INRA. Et moi, je serai la co-encadrante. Et puis, on a un projet qu'on a soumis pour le PEPR cohorte microbiome pour essayer de faire de la métagénomique et éventuellement à parier avec les données du French Gut Kit. Voilà, donc pour conclure, les projets de recherche autour de l'allergie et de l'atopie en fait, digestive, si on prend de manière un peu plus générale, c'est de trouver des biomarqueurs de santé digestive et pour qu'à l'échelle du patient, on essaye d'éviter des TPO qui sont potentiellement anxiogènes et parfois délétères quand les patients vont vraiment pas bien. Faciliter le suivi des patients avec une œsophage eosinophile, tout ça dans un but d'être moins invasif. Et puis après, il faudra qu'on discute de perspectives thérapeutiques en regard des résultats du microbiote.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Anaïs. Merci Nathalie aussi sur la précédente intervention. Et on voit bien l'interaction. C'est super que vous ayez pu faire ça ce même soir, hein, parce qu'on voit l'interaction entre les différents services de Glimmer. On voit aussi avec Nathalie tout ce qu'ils ont pu dans le service de coprologie faire un peu en araignée, hein, tentaculaire avec les différents services. Hein, vraiment, c'est l'expansion au sein de la FHU. Et puis, Anaïs, tu nous as montré des choses très jolies chez les enfants. J'ai une question quand même. Du coup, vous donnez des coquilles Saint-Jacques en hôpital de jour pour le CEPA, parce que là, tu vois, réintroduction en HDJ, tu nous as dit, je suis un petit peu, voilà, c'est un peu pour la blague, pour réveiller tout le monde ce soir. Mais... Oui, mais c'est vrai que c'est pas l'allergène majoritaire chez l'enfant. D'accord, ok. Et ce nom quand même parce que finalement c'est un peu obscur de ce qu'on a appris, là il y a énormément de marqueurs qui sont en train, tu t'es pris on voit bien que c'est un sujet actif hein, dans tes recherches et c'est super, mais ça s'appelle le SHEPA quand même. Le CEPA, oui. Non, Ouais, et du coup, la c'est blague, un peu c'est que dans le tu cherches, CEPA, quoi. on fait plein de choses. C'est ça. Et c'est vrai que c'est bien parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Je trouve que c'est vraiment hyper bien de pouvoir, effectivement, au travers de ces lundis de la FHU, pouvoir ouvrir un petit peu ses horizons sur ces nouveaux. Je pense pas que ce soit des nouvelles maladies, mais enfin, en tout cas, on essaye de trouver des choses et diagnostiques, thérapeutiques, des marqueurs à des choses je pense, qui était un peu ignoré ou mis de côté. Et donc ça, c'est vraiment un point majeur. Et bravo pour tout ce travail. On voit que tu engages une recherche à partir de presque de nouveaux concepts, quoi. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est très enrichissant et on espère que tu vas avoir tout ça. Et donc, j'avais une autre question finalement en tant que, on va dire, jeune chercheuse. Toi, tu trouves, est-ce que la FHU Glimmer, elle est là aussi pour nous aider à élaborer nos projets, à pouvoir avancer? Pour toi, quels sont les freins, par exemple, à tes projets de recherche? C'est quoi? Enfin voilà, juste pour un peu échanger aussi sur la recherche, en dehors de l'argent, j'imagine que Oui, c'est c'est ça. ça, mais, plus, enfin voilà, en tout cas, de pouvoir qu'on puisse aussi échanger tous sur nos problématiques de recherche. Est-ce que c'est des connexions? Est-ce qu'effectivement, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui bloquent ou pas du tout, hein, peut-être que... Et c'est plus ça, le réseau, parce que finalement, j'ai mon réseau de thèse que j'ai élaboré pendant la thèse. Mais parfois, je me dis qu'en fait, il y a des choses plus proches et des labos plus proches avec lesquels je pourrais collaborer et que ça me rendrait la vie beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, la FHU, c'est bien pour faire les liens entre les uns et les autres et du coup, voir comment, finalement, avec ce qu'on a un peu sous le coude, on peut déjà réussir à faire pas mal de choses. Mm. Ouais, je pense que c'est vraiment important. Après, il y a une expertise commune quand même qu'il y a dans beaucoup de laboratoires de recherche au sein de la FHU. Quand même, il y a un cœur de métier de l'analyse du microbiote qui est quand même prédominant Mm. et qui est dans la continuité de la FHU précédente. Mais enfin, je vois beaucoup de similitudes, en tout cas, dans le type d'analyse qu'il peut y avoir chez l'enfant, que dans les Mickey ou dans les maladies dysmétaboliques, quoi. Donc, non, non, c'est super, c'est très intéressant. Et La donc, grosse difficulté du microbiote chez l'enfant, c'est sa variabilité au cours du temps. Et du coup, c'est pas évident de comparer le microbiote d'un enfant de 6 mois versus 2 ans versus 5 ou Ouais. plus. Donc ça, du coup, c'est pour ça que dans mon l'étude sur le CEIPA, c'était une étude 4 témoins où finalement, j'avais essayé de recruter des contrôles pour essayer de pouvoir comparer. Mais bon, ça, c'est pas facile. non, et puis je pense qu'il ne faut pas hésiter, effectivement, peut-être dans la FHU, à envoyer un mail à Mina ou même à Nathan si on cherche des interactions ou cherche des aides. Enfin, je parle pas forcément pour toi, Anaïs, mais juste pour les gens qui sont là en train d'écouter, d'essayer de s'appuyer sur notre FHU, parce que les lundis de la FHU, effectivement, c'est pour faire connaître un peu toutes les équipes.
Donc, on fait un grand tour. Et puis, mais après, il y en a qui loupent un lundi. Donc, surtout, ne loupez pas le prochain, lundi 12 janvier. On vous enverra le Ils programme. sont retranscrits sur Voilà. YouTube, bien Sur YouTube, évidemment. voilà. chaîne de Glimmer. Voilà, ils sont Voilà. sur le YouTube, sur la chaîne de Glimmer. Mais voilà, l'idée, c'est surtout d'interagir. Donc, je pense que Nathan, toi, tu peux faire aussi le relais si vous avez envoyé des mails pour savoir, bah, tiens, j'aurais besoin de telle ou telle information. Je pense que c'est important, effectivement, de pouvoir beaucoup interagir. Voilà. En tout cas, c'était des super topos. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je suis vraiment ravie. Ça m'a un peu sorti de mon service, moi aussi. Prochain lundi de la FHU, le 12 janvier. Les sujets, je ne les ai pas, On ne les a pas encore. mais on vous fera suivre Le programme. le programme, Mina et moi. Merci à tous pour vos présentations ce soir. Philippe s'est déjà enfui, mais c'est pas grave. Non, il y avait une autre réunion, on va le... Mais merci en tout cas, merci beaucoup Nathalie et Anaïs de vous être libérées, d'avoir fait l'exercice de présenter votre pratique et puis votre recherche. Je sais que c'est du temps pris, mais je pense que ça peut vraiment, vraiment nous permettre aussi ensuite de mieux faire connaître la FHU, mieux interagir. Donc un grand, grand merci à vous deux présentes ce soir. Vraiment, et à tous ceux qui ont pu se connecter pour pouvoir suivre le webinaire. C'est vraiment très, très sympa. On sait que c'est toujours pas toujours à des heures faciles, etc. Mais vraiment, merci de votre présence. Merci à Nathan, merci, Et merci à Marine également. Merci beaucoup. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Merci Merci beaucoup. à vous. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.